L'été 1997 à Arrow Creek, en Arkansas, fut exceptionnellement chaud, humide et tendu, le genre de temps où le ciel est chargé de non-dits et où même les oiseaux semblent voler plus bas. La ville, nichée entre des bois envahis par la végétation et des routes oubliées, n'avait jamais connu de tempête comme celle qui s'abattit le 3 juillet, la veille de la fête de l'indépendance. Ce matin-là commença comme tous les autres. La ferme familiale des Monroe se dressait tranquillement au milieu des champs, ses fenêtres à cadres de bois ouvertes pour laisser entrer une légère brise, et les rideaux blancs ondulaient doucement à l'intérieur. Les triplés de 11 ans, Abigail, Bethany et Claire, riaient en terminant leurs céréales, leurs pieds nus tapant sur le parquet usé. Leur frère Lucas, tout juste 16 ans, travaillait déjà dehors dans la grange avec leur père. Personne ne se doutait que ce serait la dernière matinée normale de la famille. En fin d'après-midi, des nuages sombres recouvrirent la crête. La radio locale lança une alerte tornade, puis la transforma en alerte. Les habitants étaient habitués aux intempéries de juillet, mais cette fois-ci, la situation était différente. L'air devint électrique, les nuages tombèrent anormalement bas et le tonnerre gronda en longs grondements lointains. Margaret Monroe, la mère des filles, les appela à l'intérieur. Lucas aida son père à fixer les volets anti-tempête, puis courut à l'intérieur tandis que les rafales de vent devenaient violentes. À 17h47, l'électricité était coupée. La famille se blottit dans la cave, comme elle l'avait fait lors des tempêtes précédentes, sauf que cette fois, ce n'était pas suffisant. La tornade qui frappa Arrow Creek fut plus tard classée EF4, avec des vents dépassant les 270 km/h. Les arbres craquèrent comme des brindilles, les toits s'arrachèrent comme du papier. La ferme de Monroe trembla au passage de la tempête. Le sol trembla, les cris se mêlèrent aux hurlements du vent, puis, en un instant, le silence. À son réveil, Lucas était enseveli sous des morceaux de bois et de terre, le front en sang, les oreilles bourdonnantes. Lorsqu'il s'extirpa des décombres de la cave, il trouva son père inconscient mais vivant, sa mère meurtrie et en pleurs, mais les triplés, ils avaient disparu. Il n'y avait aucune trace d'eux, pas de sang, pas de corps, pas même d'empreintes de pas. Les jours qui suivirent furent chaotiques. Les voisins se rassemblèrent, les secours arrivèrent du comté, des hélicoptères survolèrent la campagne dévastée, des chiens furent amenés, des bénévoles ratissèrent chaque recoin des champs et des bois sur des kilomètres. La ferme où ce qu'il en restait devint le quartier général de l'espoir et du chagrin, mais il n'y avait rien, pas un ruban, pas une chaussure, pas même un vêtement. Les autorités pensaient que la tempête avait emporté les filles, peut-être dans la rivière, qui avait débordé pendant la pluie. Mais la famille Monroe refusait de l'accepter, les corps auraient refait surface, quelque chose aurait été découvert. Pourtant, rien ne s'est produit. L'histoire fit la une des journaux locaux. Quelques journalistes de Little Rock vinrent couvrir l'affaire. Tragédie à Arrow Creek, fit la une des journaux pendant quelques jours avant que le monde ne change d'avis, mais les Monroe ne le firent jamais. Lucas, autrefois un adolescent calme et joueur, se renferma sur lui-même. Ses parents, désormais brisés par le poids des questions sans réponse, tentèrent de tenir bon, mais l'absence de leur fille vida le foyer de l'intérieur. Le temps passa. Les années scolaires se fondirent dans le silence. Les Noëls passèrent et les chaussettes furent vides. Lucas obtint son diplôme, puis quitta la ville, il ne supportait plus le silence. Le terrain fut vendu pour payer les frais médicaux et un nouveau départ. La ferme où ce qu'il en restait fut condamnée. Pour la plupart, les sœurs triplées étaient devenues une histoire de fantômes tragique, un récit murmuré aux nouveaux arrivants à la station-service ou raconté par les aînés lors des orages d'été. Mais Lucas ne s'en laissa jamais aller. En 2017, Lucas avait 36 ans. Il avait déménagé à 2 heures à l'est, cumulait des petits boulots et évitait les liens. Ses parents étaient décédés depuis, sa mère d'un cancer, son père d'une crise cardiaque 5 ans plus tard. Le deuil n'a jamais été apaisé, il n'y a pas eu d'obsèques pour les triplés, juste une pierre tombale commune au cimetière de Arrow Creek, portant leur nom et la mention, parti trop tôt, mais pas oublié. Lucas se rendait sur la tombe une fois par an et y déposait 3 lys à chaque fois, mais quelque chose en lui refusait toujours la conclusion. Au fond de lui,
il avait le sentiment que les filles n'étaient pas mortes cette nuit-là ou pas toutes. Il ignorait pourquoi, seulement que l'absence de preuves avait laissé une porte entr'ouverte dans son âme ou une porte qu'il ne pouvait refermer, malgré les années qui passaient. En mars 2020, après des années de cauchemars, il retourna à Arrow Creek. Il n'en parla à personne. La ville avait changé, de nouvelles maisons s'élevaient là où autrefois la forêt avait poussé à l'état sauvage, la route qui menait à la vieille ferme était méconnaissable, les mauvaises herbes et les clôtures rouillées envahissant le terrain. Il était venu dire au revoir enfin, mais ce qu'il découvrit changea tout. Lucas gara son camion juste avant la limite de sa propriété. L'allée qui accueillait autrefois sa maison familiale était presque invisible sous la végétation luxuriante, épines et branches raclaient les flancs de son véhicule. Il avança lentement, le cœur battant à chaque pas. La maison ou ce qu'il en restait se dressait comme un squelette oublié du passé. Le toit s'était effondré sur lui-même des années auparavant, un mur s'était complètement effondré, révélant ce qui était autrefois le salon. Des plantes grimpantes serpentaient sur le plancher et dans l'âtre brisé. Il se tenait au bord des ruines, les mains dans les poches, le vent tirant doucement sur son manteau. L'endroit ressemblait plus à un tombeau qu'à un souvenir. Mais il n'était pas venu pour pleurer, il était venu parce qu'il avait besoin de regarder une dernière fois. Il passa des heures à arpenter le terrain. La grange avait presque disparu. La cave s'était effondrée, et la porte en bois n'était plus qu'un trou dentelé dans l'obscurité. La tempête avait tant effacé, mais quelque chose murmurait encore à travers la décomposition, les contours flous de l'endroit où les filles jouaient, l'arbre où elles avaient gravé leurs initiales, l'endroit où elles avaient enterré leur capsule temporelle l'année précédant la tempête. Lucas s'arrêta près de l'extrémité arrière de la propriété, là où les champs rejoignaient autrefois la limite des arbres. Il n'était pas allé aussi loin depuis des décennies. Quelque chose l'attirait ici, comme un fil enfoui sous ses côtes. Le sol était inégal et meuble à cause des pluies récentes. Les arbres craquaient au-dessus de sa tête et les oiseaux se dispersaient à mesure qu'il avançait dans les sous-bois. Puis il l'aperçut, quelque chose de pâle qui dépassait de la terre près d'un vieux poteau de clôture. C'était petit, rond et à moitié recouvert de terre. Il pensa d'abord que c'était un rocher, mais en s'agenouillant pour l'essuyer, la forme devint indubitable, c'était une chaussure d'enfant, couverte de boue, cassante avec le temps mais toujours intacte, une toile bleu pâle avec une lanière effilochée et une marguerite délavée sur le côté. Son souffle se bloqua. Il s'en souvint instantanément, elle appartenait à Claire. La chaussure n'avait aucun sens. La zone avait été fouillée, ratissée à maintes reprises pendant des semaines après la tempête, personne n'avait trouvé la moindre trace. Pourtant, elle était là, pas même complètement enfouie, on aurait dit qu'elle avait refait surface récemment, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Lucas resta assis dans la poussière un long moment, la chaussure sur les genoux, le cœur battant. Le vent se leva de nouveau, plus froid, plus violent, chargé d'une force indescriptible. Il y retourna le lendemain avec des outils. Si quelque chose d'autre était enterré là-bas, il allait le trouver. Il creusa soigneusement, méthodiquement, en commençant là où il avait trouvé la chaussure. Cela ne prit pas longtemps. Quelques mètres plus bas, la terre changea de couleur, le sol était plus meuble, remué. Lucas ralentit ses mouvements, les mains tremblantes, la sueur lui coulant dans le dos malgré la fraîcheur de l'air. Il heurta quelque chose de dur au pas de la pierre, mais du bois, une boîte, petite et plate, aux charnières rouillées et aux loquets métalliques. Il lui fallut un effort pour la sortir sans la briser complètement. La boîte n'était pas plus grande qu'une boîte à chaussures. Le loquet s'effondra facilement sous sa main. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de tissu rose, se trouvait une collection d'objets. Il la déplia lentement, un médaillon, un petit carnet, un bracelet d'amitié en fil coloré et une photo Polaroid. La photo était décolorée, mais suffisamment nette pour distinguer les visages Abigail, Bethany et Claire debout devant la ligne des arbres, souriantes. Derrière elle se tenait quelqu'un d'autre, un homme, le visage à moitié dans l'ombre, tourné. À peine à l'écart, Lucas fixait la photo, incrédule. Il connaissait la photo où elle avait été prise le matin de la tempête mais cette version n'avait jamais existé dans les albums de famille.
L'homme sur la photo n'était pas leur père, Lucas ne le connaissait pas. La panique le submergea. Il regarda le dos de la photo. Griffonné au crayon, il promit, dernier match avant de partir. Les mains de Lucas tremblaient tandis qu'il fixait le mot. Son esprit se remplissait de questions impossibles, qui était cet homme? Qu'avait-il promis? Pourquoi cette boîte avait-elle été enterrée derrière la vieille clôture, loin de la maison, et pourquoi avait-elle refait surface maintenant? Il signala la découverte au bureau du shérif le lendemain matin. Arrowes Creek n'avait pas vraiment de service, juste quelques agents et un inspecteur à temps partiel. Ils prirent les objets, déposèrent un rapport et promirent de rouvrir l'enquête. Lucas vit le doute dans leurs yeux. Les affaires classées aussi anciennes aboutissaient rarement à des réponses. La plupart des gens pensaient que la nature avait englouti les filles, mais maintenant, il y avait la preuve que quelqu'un d'autre était impliqué. L'affaire a rapidement attiré l'attention. Lorsque le bureau du shérif a soumis le médaillon et le bracelet aux analyses, les analyses ADN ont confirmé qu'ils appartenaient bien aux sœurs Monroe. Le carnet, rempli de courts gribouillis et de dessins, correspondait à l'écriture de Betty. Mais aucun des objets n'expliquait où les filles étaient allées ni comment la boîte avait fini enterrée 2 décennies plus tard. Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Une semaine après l'annonce de la nouvelle, un vieux fermier du nom de Wade Lurman se manifesta. Il habitait la propriété voisine, à environ 1,5 km de bois séparant ses terres de celles des Monroe. Il travaillait cette terre depuis les années 60, la connaissait par cœur, mais n'avait jamais parlé de ce qu'il avait vu cette nuit-là ou du moins jusqu'à maintenant. Il parla au shérif d'un camion à un vieux pick-up vert garé à l'entrée de la propriété des Monroe la nuit de la tempête. Il s'en souvenait parce qu'il n'appartenait à personne du coin. Il s'en souvenait parce que, dans le chaos de cette soirée, avec les arbres qui se balançaient et le tonnerre qui secouait le ciel, il avait vu 3 petites silhouettes être conduites dans le camion par un homme. Il pensa sur le moment qu'il s'agissait simplement de la famille qui évacuait, mais lorsqu'il apprit que les filles avaient disparu et n'avaient jamais été retrouvées, il garda le silence en se disant que ses yeux lui avaient peut-être joué des tours. Lucas, assis au poste, écoutait l'enregistrement de la déclaration de Wade, les poings serrés. L'homme les avait vus au clair, Abigail et Bethany vivantes après la tempête. Un homme les avait enlevées. Cela signifiait qu'elles n'avaient pas seulement été perdues, elles avaient été enlevées, cachées, ou pire. Lucas ne put dormir cette nuit-là. Il retourna à la propriété et s'assit dans le champ où la chaussure avait été retrouvée, lampe de poche à la main. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, peut-être rien, peut-être tout. Le vent hurla de nouveau, comme cette nuit-là. L'air était lourd, chargé de fantômes. Juste avant minuit, le faisceau de sa lampe torche capta quelque chose dans les broussailles, un petit piquet de bois. Il s'avança vers lui, le cœur serré. Il était vieux, usé par les intempéries, mais toujours debout. Un deuxième piquet se dressait 3 mètres plus loin, puis un autre. Un motif se dessina, un sentier. Il les suivit dans les bois, chaque pas plus fort que le précédent. Les pieux le conduisirent plus loin qu'il ne se souvenait l'avoir jamais fait, passant devant des arbres abattus et des bornes en pierre effondrées. Finalement, le sentier aboutit à une clairière ou une étendue de terre circulaire entourée de grands pins. Au centre se dressait une petite dalle de béton, à moitié enfouie sous les vignes. Lucas s'agenouilla et les tira vers lui. Une trappe métallique se trouvait sous la terre. Son souffle s'arrêta. La trappe n'avait aucune marque, aucune poignée, juste une étroite couture sur son pourtour. On aurait dit qu'elle n'avait pas été ouverte depuis des années, peut-être des décennies. Mais quelqu'un l'avait construite, cachée, et ce qui se trouvait en dessous pouvait bien contenir les réponses qu'il cherchait depuis 20 ans. Lucas revint le lendemain matin avec des outils, un pied de biche, des gants, une lampe de poche et une peur grandissante. La trappe semblait plus vieille que tout le reste de la propriété, pourtant elle n'appartenait pas à la maison et ne figurait sur aucun des relevés cadastraux originaux trouvés en ligne. On aurait dit que quelqu'un l'avait intentionnellement cachée là où personne ne penserait à regarder. Il travailla avec précaution, enfonçant le pied de biche dans la couture, forçant et tirant. Le métal rouillé gémit en signe de protestation avant de finalement céder.
Une bouffée d'air froid monta d'en bas humide et vicié. Une échelle métallique descendit dans l'obscurité. Il fixa l'ouverture, le faisceau de sa lampe de poche tremblant légèrement dans sa main. L'espace en contrebas était étroit et silencieux. Il hésita un instant, puis il prit une inspiration et descendit. La pièce était petite, pas plus grande qu'une cave avec des murs en béton, un sol en terre battue et un long banc en bois au fond. L'air était chargé de poussière et de moisissure. Dans un coin se trouvait une armoire en métal rouillé, partiellement ouverte. Par terre, éparpillés et décolorés, gisaient des jouets, un lapin en peluche, une brosse à cheveux en plastique, un puzzle dont il manquait des pièces, le genre de jouet qu'un enfant de 8 ou 9 ans aurait pu adorer. Lucas scruta lentement la pièce, ses yeux se posant sur un carnet déchiré près du placard. Il le ramassa délicatement. Les premières pages étaient illisibles, abîmées par le temps et l'humidité, mais à mi-chemin, une date défilait d'une écriture enfantine, le 14 août 1998, plus d'un an après la tempête. On pouvait y lire, la dent d'Abby est tombée aujourd'hui. Bête a pleuré parce qu'elle pense que nous ne rentrerons jamais. Nous ne sommes pas encore prêts. Il garde la porte fermée à clé presque toute la journée. Il fait froid la nuit. Les genoux de Lucas cédèrent, il s'assit par terre, les mains tremblantes, les yeux écarquillés d'horreur. Les filles étaient vivantes, enfermées dans cet espace depuis combien de temps? Combien de jours, de mois, d'années? Les pages qui suivirent étaient des notes de plus en plus erratiques sur la nourriture apportée une fois par jour, les filles scrutant le temps grâce à des gribouillis sur le mur. Une entrée mentionnait un certain monsieur, une autre mentionnait une chanson qu'il fredonnait avant d'entrer dans la pièce. Mais les inscriptions cessèrent brusquement en 1999 sans explication, juste une dernière page avec un dessin, 3 petites filles se tenant la main sous un nuage de pluie. En dessous, écrit en lettres tremblantes, on pouvait lire « Nous sommes toujours là ». Lucas sortit de la pièce souterraine, pâle et abasourdi. Il appela immédiatement le shérif. Les analyses médico-légales arrivèrent en quelques heures, l'espace fut photographié, catalogué et scellé. Les analyses prendraient des semaines, voire des mois, mais tout le monde le savait déjà, les sœurs avaient été enlevées, cachées à moins d'1 kilomètre de chez elles et maintenues en vie, au moins pour un temps. La question qui suivit fut la plus difficile, pourquoi? La même semaine, le bureau du shérif ouvrit les archives des rapports de disparition et des dossiers d'affaires non résolus. Ils commencèrent à enquêter sur toute personne du secteur ayant un casier judiciaire ou correspondant au profil recherché en 1997. Le nom qui apparut n'était pas celui d'un homme que Lucas connaissait, Elmeyetz. Il avait vécu à moins de 10 kilomètres de la ferme Monroe dans les années 90. Il n'avait pas de casier judiciaire à l'époque, mais ses voisins se souvenaient de lui comme d'un homme étrange, discret, toujours à l'affût, silencieux. Il déménagea en 2001 et fut arrêté en Oklahoma en 2003 pour des accusations sans rapport avec l'affaire, mais relâché quelques années plus tard. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. L'estomac de Lucas se noua à l'idée que cet homme ait pu être sous leur nez depuis le début. Il alla à la bibliothèque municipale fouiller dans de vieux microfilms et numériser toutes les photos et tous les articles mentionnant ce nom. C'est là qu'il le trouva, une vieille coupure de journal de 1996, une photo d'un pique-nique paroissial du 4 juillet. Des enfants sur une balançoire, des parents faisant un barbecue en arrière-plan, un homme, presque flou, se tenait près des arbres, observant. L'image granuleuse en noir et blanc n'offrait pas grand-chose, mais Lucas savait ce qu'il voyait. C'était le même homme que sur la photo dans la boîte enterrée. Elmeyetz était là la veille de la tempête, il était resté à proximité, observant, attendant. Un mandat d'arrêt avait été émis quelques jours plus tard, Meyetz avait disparu. L'adresse associée à son dossier de libération conditionnelle en Oklahoma était vide, son nom avait été changé en 2011, son empreinte numérique avait été effacée. Les autorités soupçonnaient qu'il était mort dans l'anonymat ou qu'il vivait hors réseau, loin de l'Arkansas. La communauté de Harrows Creek était sous le choc. Pendant des années, elle avait pleuré les triplés, victimes de la nature, emportée par la tragédie, mais à présent, la vérité se dévoilait comme un vieux pull usé, révélant quelque chose de plus sombre. Lucas est devenu reclus après cela. La presse l'a contacté,
mais il a refusé toute interview. Que pouvait-il dire? Qu'il avait parcouru ces terres des centaines de fois sans jamais songer à regarder au-delà des arbres, qu'il avait blâmé le vent, la pluie, le ciel, alors que tout cela avait toujours été bien plus humain? Il conserva le carnet l'original. L'État voulait le conserver comme preuve, mais Lucas se battit pour le garder. Ce n'était pas une preuve, c'était une voix, la preuve qu'ils avaient enduré, survécu, tenté de transmettre un message. Et puis, un jour, il reçut un appel qui changea à nouveau tout. Le bureau du shérif avait reçu une lettre anonyme oblitérée du Montana. À l'intérieur se trouvait un Polaroid, identique à celui de la boîte, mais plus récent, daté du 3 juillet 2017, exactement 20 ans après la tempête. On y voyait une femme debout devant ce qui ressemblait à une cabane isolée, le visage partiellement tourné, les cheveux tirés en tresses. Au dos de la photo, une seule phrase, elle fredonne encore la chanson. Ils ont analysé la photo dans des bases de données de reconnaissance faciale, elle ne correspondait à aucune donnée des registres d'État ou fédéraux. Mais Lucas savait qu'il n'avait pas besoin de logiciel pour confirmer ce que son cœur lui criait déjà, il s'agissait bien de Claire. Lucas fixa la photo longtemps après la fin de l'appel. Il la retourna encore et encore, en traçant les contours comme si la vérité pouvait en transparaître. Claire, c'était forcément elle. La tresse, la forme de ses yeux, même la légère cicatrice près de sa tempe, due à une chute de vélo à 6 ans, tout était là. Et pourtant, cela n'avait aucun sens, pourquoi maintenant, pourquoi anonymement, et que signifiait ce message? Elle fredonne encore la chanson, la même chanson mentionnée dans le journal, celle que monsieur fredonnait avant d'ouvrir la porte. Elle hantait Lucas plus que n'importe quel visage ou photo. Cette mélodie, insignifiante pour le monde, était gravée dans la mémoire de 3 filles pendant des décennies. Était-elle toujours piégée? Était-elle toujours sous le contrôle de quelqu'un? Ou le message était-il un signal, quelque chose que seul un frère ou une sœur pouvait comprendre? Les forces de l'ordre ont retrouvé le cachet postal de la photo, qui indiquait une petite ville rurale du comté de Flathead, dans le Montana, mais aucune information sur l'expéditeur n'était disponible, juste le timbre et une tache d'encre. Lucas a proposé de s'y rendre en avion. Le shérif l'a découragé, mais ne l'a pas arrêté. Une semaine plus tard, Lucas prenait l'avion. La photo était soigneusement rangée entre 2 pages de son carnet. Il n'en avait parlé à personne, pas même à son meilleur ami du travail. Une part de lui ne croyait pas qu'il reviendrait ou peut-être était-ce parce qu'il ne supportait pas de se retrouver dans une impasse avec un public. Le Montana l'accueillit avec la neige et le silence. De petites villes parsemaient le paysage telles des capsules temporelles oubliées. Il loua une voiture et roula vers le nord, scrutant chaque montée et chaque virage à la recherche de quelque chose de familier, même s'il n'était jamais venu ici auparavant. La photo n'avait ni coordonnées, ni repères précis, juste une cabane, une femme et une étendue de bois flou. Il s'arrêta dans des stations-service, des restaurants, des vieux bureaux de poste, et montra la photo à tout va, discrètement. La plupart des gens hochèrent poliment la tête, certains ne la regardèrent même pas. C'est dans un magasin d'appât délabré, en bordure du parc national des Glaciers, qu'il eut sa première chance. Une femme âgée, derrière le comptoir, plissa les yeux pour observer la photo, puis la tapota légèrement d'un doigt calleux. On dirait que cette cabane se trouve le long du sentier El Colo où il n'y en a que quelques-uns par là. Des types isolés. Les gens sont discrets. Lucas demanda comment s'y rendre. La femme hésita avant de griffonner un plan approximatif sur une serviette déchirée. « Je ne vous l'ai pas dit, dit-elle, avant de se remettre à empiler des leurres de pêche. Le trajet était chaotique, des chemins de terre se transformant en gravier, le gravier en boue, des arbres se courbant au-dessus de sa tête tels des plafonds de cathédrale, lourds de neige et de silence. Après près d'une heure de lente ascension à travers les collines, il l'aperçut, la cabane. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle de la photo, toit incliné, petite fenêtre à droite, cheminée aux pierres dépareillées. Plus aucune fumée ne s'en élevait, plus aucun signe de vie. Il se gara une centaine de mètres plus loin et s'approcha à pied, ses bottes crissant doucement sur le sol gelé. Arrivé sous le porche,
Il resta immobile un long moment, aucun mouvement à l'intérieur, aucun bruit. Il frappa une fois, silence. Il frappa de nouveau, plus fort, un scintillement derrière le rideau. Son souffle se bloqua. La porte grinça de quelques centimètres au juste assez pour qu'un œil apparaisse derrière, un unique œil bleu plissé, prudent. Lucas s'avança et murmura les noms, Abigail. Bethany. Claire. L'œil cligna, puis la porte claqua. Il attendit 5 minutes, puis 10. Il frappa de nouveau, doucement. Aucune réponse ne vint. Finalement, il laissa un petit mot glisser dans l'encadrement de la porte, plié étroitement autour de la photo. Il n'écrivit qu'une seule phrase, « Je n'ai jamais cessé de regarder. Si vous voulez que j'arrête, je le ferai. Si vous voulez que je reste, laissez la lumière du porche allumée demain. » Puis il s'éloigna. Il retourna en ville et attendit 3 jours. Il logea dans un motel bon marché près de l'autoroute, laissant son téléphone sur la table de nuit comme un objet sacré. Il mangea à peine, dormit à peine. Le 4e matin, on frappa à la porte de son motel. Lorsqu'il ouvrit, il n'y avait personne dehors, mais par terre, soigneusement centrée sur le paillasson, se trouvait la photo qu'il avait laissée au chalet. En dessous se trouvait un bracelet des fils tressé rose, jaune et vert, du même genre qu'on fabriquait sur la balancelle du Porsche à l'été 1997. Lucas s'agenouilla sur le béton froid, ramassant le bracelet comme s'il était en verre. Son cœur battait à tout rompre, lui étouffant le monde. Ce n'était pas seulement similaire, c'était exactement le même motif que Claire avait toujours aimé, les mêmes 3 couleurs, le même nœud irrégulier là où elle avait un jour manqué de fil rose. Le temps l'avait effiloché, certes, mais il était indéniable, c'était le sien. Il scruta le couloir vide du 2e étage du motel, espérant apercevoir quelqu'un, n'importe qui, mais le silence régnait en dessous. Des flocons de neige flottaient doucement dans la lumière matinale. Celui qui avait livré le bracelet était venu et reparti sans un bruit. Lucas se rassit sur ses talons et regarda à nouveau la photo, la même cabane, la même véranda ombragée. Son mot avait disparu, remplacé seulement par le bracelet. Ce n'était ni une invitation, ni un refus, c'était autre chose, une reconnaissance ce soir-là. Lucas ne pouvait pas rester au motel. Il devait rentrer, non pas pour exiger des réponses, ni même pour la revoir, mais simplement pour laisser quelque chose derrière lui, un message, un signe qu'il était toujours là. Il retourna au chalet après la tombée de la nuit, phares éteints, guidé par le clair de lune et ses souvenirs. Les arbres se dressèrent tels des témoins silencieux. Arrivé sur le porche, il déposa une enveloppe scellée sous la pile de bois près de la porte. À l'intérieur se trouvait une vieille photo de 4 Lucas et les filles prise l'été précédant la tempête. Il la conservait depuis des décennies, froissée au coin, emportée avec lui à chaque déplacement. Au dos, il avait écrit « Tu n'es pas seul. Si tu veux que j'arrête, j'arrêterai. Si tu veux que je reste, laisse la lumière du porche allumée demain. » C'était tout ce qu'il trouvait à offrir. La nuit suivante, il revint, la lumière était allumée, faible, vacillante, mais allumée. Lucas ne s'approcha pas de la porte, il n'en avait pas besoin. Il resta simplement assis dans sa voiture, sur la crête dominant la propriété, observant de loin, laissant cette connaissance s'installer dans sa poitrine comme une chaleur après des années de gel. Claire ou quelqu'un d'autre était toujours là. Mais le lendemain matin, la lumière était de nouveau éteinte. Et lorsqu'il retourna au magasin d'appât pour poser 1 ou 2 questions discrètes, la vieille femme derrière le comptoir lui dit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. « Cette cabane, dit-elle en fronçant les sourcils. Elle est vide depuis que l'incendie a ravagé la moitié de la maison il y a 10 ans. Personne n'y a vécu depuis. » Lucas cligna des yeux. « Non, dit-il prudemment. J'y étais il y a 2 nuits. » Elle lui lança un regard étrange. « Je ne sais pas ce que tu as vu, fiston, mais cet endroit est plongé dans un silence de mort depuis 10 ans. » Il est revenu immédiatement, le cœur battant à tout rompre à cause de l'incrédulité. Le martèlement de la cabane était toujours là, mais quelque chose avait changé. Les fenêtres étaient condamnées,
Le toit était partiellement effondré d'un côté, et la porte était entr'ouverte, pourrie en bas. La cheminée était noircie par la suie qui montait dans le ciel déchiré. À l'intérieur, le sol était déformé et froid, la poussière recouvrait toutes les surfaces. Les meubles avaient été ballottés, brûlés, brisés. Il n'y avait aucun signe de vie, ni photo, ni bracelet, ni feu, ni lumière, seulement des cendres et le silence. Il tomba à genoux au milieu du salon en ruine, le souffle court. Était-il en train de perdre la raison? Avait-il imaginé la lumière, le bracelet, la photo? Mais il remarqua quelque chose sur le sol, un symbole dessiné dans la suie. 3 petits cercles côte à côte. C'était le même gribouillis que Claire avait dessiné dans ses journaux intimes, enfant, leur symbole, l'emblème des triplés. Lucas recula, bouleversé. Quelqu'un était passé par là récemment, quelqu'un avait dessiné ça, sachant qu'il comprendrait. Ce n'était pas seulement du chagrin résonnant dans des murs vides. C'était réel. De retour en Arkansas, la nouvelle de la photo de la cabane et du bracelet avait ravivé l'intérêt pour l'affaire. Le FBI s'en est mêlé, et des analystes comportementaux ont émis l'hypothèse que les filles, ou du moins l'une d'entre elles, avaient été emmenées au-delà des frontières de l'État, maintenues en vie, peut-être réduites au silence, cachées pendant des années par un ravisseur qui n'avait jamais prévu de les laisser partir. Si Claire s'était échappée, elle aurait peut-être passé le reste de sa vie cachée, craignant d'être retrouvée, craignant le prix de la mémoire. Mais rien de tout cela ne le rapprochait de la vérité. La piste s'était à nouveau éteinte aussi vite qu'elle s'était rouverte. Les pistes s'évaporaient. La cabane ne pouvait être rattachée à personne avec certitude, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. Le bracelet, malgré son poids émotionnel, était au mieux circonstanciel. Et la note sur la photo écrite en lettres capitales était introuvable. Pourtant, Lucas s'accrochait à une conviction absolue, Claire l'avait vue, et elle s'en souvenait. Les mois qui suivirent furent calmes, trop calmes. Lucas rentra chez lui en Arkansas, mais il n'était plus le même. Chaque ombre à la fenêtre de son appartement, chaque coup frappé à la porte, chaque lueur dans un couloir lui faisait bondir le cœur. Il avait vu, ressenti quelque chose qui n'existait pas. Mais ce qui le hantait, c'était le silence qui régnait après cet insupportable silence. Il essaya de retrouver une vie normale. Il retourna au travail, bavarda, sortit les poubelles, pliait le linge. Mais dans les moments de calme, son esprit se replongea dans les bois, dans la cabane, la photo, la tresse, le bracelet dans la neige. Il ne pouvait s'empêcher de voir le regard de Claire derrière cette porte, et il ne pouvait oublier le message qu'elle fredonnait encore, la chanson. Impossible d'ignorer le poids de cette phrase. Elle résonnait dans ses rêves, se répétait pendant les orages, lui était murmurée à travers le bourdonnement du réfrigérateur ou les parasites de la radio dans sa voiture. Une chanson signifiait quelque chose, une chanson les reliait à l'homme qui les avait prises. C'était un indice, mais il ne savait pas comment le suivre. Alors il essaya de se souvenir de tout ce qui se passait à l'été 97, les chansons qui passaient à la radio, les jingles de la télévision, ce que ses sœurs chantaient en se brossant les dents, en jouant dans le jardin ou en faisant du vélo. Il se plongea dans des vidéos amateurs, cherchant des mélodies de fond, mais ce n'était que du bruit. Jusqu'à ce qu'un soir, plongé dans le labyrinthe de YouTube, il la trouve, une publicité du début des années 1990, une publicité régionale pour un spectacle de marionnettes pour enfants qui tournait dans les foires du Sud. Le refrain était enfantin et trop mièvre, mais instantanément familier. Il le repassa, puis ferma les yeux, il l'entendait presque sous la voix de Claire dans ses notes de journal. Elle avait noté la phrase, il la fredonne avant d'entrer. C'était ça. Cette chanson. Il chercha le nom du spectacle, Monsieur Everly's Carousel Show. Il avait déjà fait un tour à Arrowes Creek en 1995. C'était Small Time Entertainment, un spectacle solo avec des marionnettes et des décors faits main. D'après les archives des permis du comté, il était dirigé par un certain Everett Yates. Le cœur de Lucas s'arrêta. Yates, pas Elmé Everett. Il a vérifié l'enquête sur les personnes disparues, l'homme recherché était bien Elmé Yates, mais aucun deuxième prénom n'était mentionné.
Lucas a appelé l'agent de liaison du FBI et a insisté pour qu'il réexamine l'affaire, partant du principe qu'Elmé et Everett étaient la même personne. En quelques jours, tout a basculé, une correspondance d'empreintes digitales a été trouvée entre un ancien permis de conduire signé par Everett Yates en 1995 et le dossier de libération conditionnelle d'Elmé Yates, en Oklahoma. Il s'agissait du même homme. L'empreinte avait simplement été dissimulée au grand jour par un simple échange de noms, chose que n'importe qui pouvait faire à l'ère prénumérique. Plus important encore, le carrousel show de Monsieur Everly n'avait pas seulement traversé l'Arkansas, il avait fait escale en Louisiane, en Oklahoma, et même dans certaines régions du Colorado. Chaque étape était marquée par des signalements d'enfants disparus ou des jeunes filles disparues sans laisser de traces, à peine mentionnées dans les journaux locaux avant d'être oubliées. Le lien était esséurant. Lucas resta longtemps assis dans son appartement après que l'agent lui eut dit que les pièces s'étaient assemblées comme des dents dans un piège rouillé. Claire n'était pas seule, Yates avait déjà fait ça, peut-être même toujours. La photo dans la neige, le bracelet, le symbole dans la cendre, c'étaient des messages non seulement de survie, mais aussi d'évasion. Claire lui avait échappé au pas physiquement, peut-être pas complètement, mais mentalement et émotionnellement. Elle avait trouvé le moyen de le défier, de retrouver sa voix, et maintenant elle l'utilisait de la seule façon possible, en laissant des indices. Lucas a rendu l'histoire publique. Il a donné sa première interview en avril, avec un journaliste d'un podcast national d'investigation. Peu lui importait l'attention, mais la portée. Il voulait que l'histoire soit entendue, qu'elle atteigne celle qu'était devenue Claire, ou qu'elle se cache. Il voulait qu'elle sache qu'elle n'était plus invisible, que des gens la surveillaient, que son cauchemar avait été révélé. Le podcast a fonctionné. Quelques semaines après sa sortie, de nouveaux indices ont afflué aux observations, rumeurs, non mais aucun ne menait à Claire. Ils ont cependant permis une autre découverte, une femme du nord du Wyoming a reconnu le visage de l'homme grâce aux vieux dépliants du spectacle de marionnettes publié sur le site web du podcast. Elle l'avait vu des années auparavant, en 2007, travaillant sous un faux nom dans un camping, réparant la plomberie et dormant dans une vieille caravane à l'arrière. Il avait disparu une nuit sans prévenir, ne laissant derrière lui que des vêtements, des outils et un recueil de poèmes usés par les intempéries, avec le nom, Yates, gravé sur la couverture intérieure. Des agents du FBI ont retrouvé la caravane, qui avait depuis été déplacée à la casse. Dans une boîte à outils verrouillée sous le châssis, ils ont trouvé des cassettes audio des dizaines. Certaines étaient vierges, d'autres portaient des noms écrits d'une écriture enfantine, tout étaient des enregistrements de filles parlant, chantant, pleurant et fredonnant. Parmi elles, l'une d'elles était intitulée « C'est 3e année ». La cassette a été analysée, numérisée et confirmée, la voix appartenait bien à Claire Monroe. Lucas écouta l'enregistrement seul dans une salle insonorisée du bureau du FBI à Little Rock. Les agents lui proposèrent de le lui faire écouter plus tard, quand il serait prêt, mais il refusa d'attendre. Il avait besoin de l'entendre maintenant, il avait besoin de savoir. La bande s'ouvrit sur des parasites, puis le clic mécanique d'un vieux bouton d'enregistreur. Un silence épais et pesant suivit, puis le bruit d'une respiration, douce et tremblante, celle d'un enfant. Enfin, une voix, « Je m'appelle Claire Monroe. J'ai 11 ans. Nous sommes le 23 octobre. » Sa voix tremblait, mais était claire. Lucas sentit ses mains se crisper sur les accoudoirs du fauteuil, son souffle se figeant dans ses poumons. Elle continua, « Monsieur Yates m'a dit que je pouvais utiliser le dictaphone si je promettais d'être sage, alors je le suis. Je dis mon nom comme il l'a dit. » Il y eut un long silence. « Je ne sais pas où sont mes sœurs aujourd'hui. Elles étaient parties quand je me suis réveillé, dit-elle. On les testait à nouveau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Lucas ferma les yeux, des larmes lui piquaient les paupières, mais il ne les laissa pas couler. Il devait entendre cela, il devait l'accepter. La cassette continua. Elle décrivit la pièce, petite, froide, sans fenêtre. Elle reparla de la chanson au comment il la fredonnait en travaillant, en cuisinant, en faisant les 100 pas devant sa porte. Elle parla de compter les jours, de graver des marques sur le mur jusqu'à ce qu'il la fasse s'arrêter.
Elle parla de ses rêves du ciel, de la sensation de courir pieds nus dans les hautes herbes, du rire de son frère les soirs d'été. Je fredonne encore cette chanson, dit-elle doucement, non pas parce que je l'aime, mais parce qu'elle lui fait croire que je suis toujours brisé. Un clic suivit. La cassette s'arrêta. L'agent arrêta la lecture. Lucas resta immobile. Il y a autre chose, dit l'agent d'une voix prudente. Lucas hocha la tête, hésitant à parler. La cassette suivante était plus courte et plus sombre. Claire ne parlait pas beaucoup, se contentant de fredonner doucement la même mélodie, encore et encore. Puis, soudain, une autre voix basse, masculine, étouffée, comme derrière une porte prononça une seule phrase, « Chante plus fort pour que je sache que tu te comportes bien. » Lucas se redressa brusquement sur sa chaise, les poings serrés, il reconnut la cruauté du ton, la puissance désinvolte, le contrôle. Le FBI confirma ce que Lucas savait déjà, ces enregistrements étaient authentiques. Claire avait survécu après 1997, peut-être jusqu'à l'adolescence, peut-être plus longtemps. On ignorait quand les enregistrements s'étaient arrêtés, la dernière bande était marquée 2003. Après cela, plus rien, plus d'étiquette, plus d'entrée, juste une impasse. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'enquête n'était plus une affaire classée, elle était officiellement rouverte. Les médias s'en sont emparés, le public a réagi et, 6 mois plus tard, une autre lettre est arrivée. Cette fois, elle est parvenue directement au bureau du FBI sans adresse de retour, juste une enveloppe matelassée oblitérée de l'Utah. À l'intérieur se trouvait la photo d'une femme assise à un arrêt de bus en hiver. Son visage était partiellement caché par un foulard, mais la cicatrice près de sa tempe était visible. Elle tenait dans ses mains une petite cassette noire. Au dos de la photo, en lettres majuscules, était écrit « Je ne suis pas encore prête, mais je vous écoute ». Lucas fut de nouveau appelé. Il fixa l'image avec incrédulité. Il n'y avait plus aucun doute désormais, Claire s'était échappée, ou avait été libérée, ou avait fui d'une manière trop complexe pour que quiconque puisse la deviner. Mais elle était là, à observer, se demandant si elle pouvait enfin rentrer chez elle en toute sécurité. Les autorités ne parvinrent pas à la localiser. L'arrêt de bus fut localisé sur une ligne rurale du centre de l'Utah, mais aucune personne correspondant à sa description ne fut retrouvée sur les caméras. Elle avait disparu à nouveau, telle une ombre dans le vent. Le FBI supposa qu'elle avait emporté la cassette pour une raison ou quelque chose de symbolique, quelque chose qu'elle n'était pas prête à abandonner. Lucas sentit l'espoir renaître en lui, mais avec lui vint la peur, si Claire avait été libre toutes ces années, pourquoi n'était-elle pas revenue? Qu'est-ce qui l'avait maintenue silencieuse? Quel souvenir gardait-elle en elle qui lui faisait croire qu'il était plus sûr de rester caché que d'être retrouvé? La question résonnait de plus en plus fort chaque jour qui passait. Lucas rentra chez lui, cette fois, il ne le dit à personne. Il cessa de répondre aux demandes d'interview, déclina les offres de livres, ignora les journalistes qui campaient devant son appartement. Il ne souhaitait pas faire de la douleur de sa famille un spectacle. Mais il fit autre chose, il racheta le terrain. L'ancienne propriété des Monroe, ce qu'il en restait, avait été divisée des années auparavant, morcelée et quasiment laissée intacte. Il passa des coups de fil, envoya des lettres, paya plus que sa valeur, et 4 mois plus tard, elle était à nouveau à lui. Il débroussailla, reconstruisit la vieille grange, pas comme elle. Il y avait autrefois, en guise de souvenir, 3 chaises blanches sur le porche, orientées à l'ouest, chacune portant les initiales A, B et C gravées dans le bois. Il planta des fleurs dessous ou des marguerites sauvages, les préférées de Claire, et attendit. Il ne savait pas exactement pourquoi, juste qu'il avait besoin d'être là, que si jamais elle rentrait, il y aurait une place pour elle, un endroit tranquille, sans question, sans caméra, sans reportage, juste sa famille. Dans le silence de cette attente, les années qui suivirent furent à la fois vides et pleines. La ville finit par cesser de chuchoter. L'actualité s'écoulait. Mais chaque mois de juillet, à l'anniversaire de la tempête, quelqu'un laissait quelque chose à la porte, un ruban bleu, un dessin d'enfant, et autrefois un médaillon. Personne ne sut jamais qui avait fait ça, mais Lucas savait que Claire était toujours là.
Près de 3 ans s'étaient écoulés depuis la dernière enveloppe, 3 ans depuis la dernière photo, 3 ans de silence, à contempler les longues allées de gravier, à guetter l'horizon, à espérer un mouvement qui ne venait jamais. Lucas n'attendait plus désespérément. Cette urgence s'était transformée en autre chose, la patience, peut-être la résignation, mais pas le désespoir. Cette part de lui ne l'avait jamais quitté. Même après toutes les impasses, les fausses pistes, les saisons silencieuses, il continuait à y croire. De temps à autre, il revenait aux pages du journal que Claire avait écrites autrefois ou des copies désormais, les originaux conservés par les enquêteurs. Il les connaissait par cœur, mais les relire le ressaisissait. Cela lui rappelait que ses sœurs n'étaient pas simplement parties, elles avaient résisté. Claire avait trouvé la force même dans l'obscurité. Elle avait envoyé des morceaux d'elle-même comme des miettes de pain, comme des étoiles dans un ciel nocturne. Elle voulait être retrouvée, même si elle n'était pas prête. Les fleurs sauvages poussaient maintenant autour de la grange. Lucas gardait l'herbe basse et le chemin dégagé, mais il ne touchait jamais aux chaises. Elles restaient telles qu'elles étaient, patinées, silencieuses, toujours orientées vers l'ouest. Et puis, un soir d'automne 2020, le silence fut rompu. Le coucher du soleil était passé lorsque Lucas sortit sur le porche, un café à la main, scrutant le ciel comme à son habitude. La première chose qu'il remarqua fut une sensation étrange dans l'air, immobile mais lourd. La deuxième chose qu'il remarqua fut la lumière, une petite flamme vacillante près du portail. Il se figea. Le portail se trouvait à environ 200 mètres de la maison, près de la vieille allée de gravier, il n'avait pas été utilisé depuis des années. Il plissa les yeux dans la lumière déclinante. La flamme n'était pas un feu, mais une bougie, et à côté, une silhouette. Quelqu'un se tenait près du portail. Lucas reposa lentement sa tasse, le cœur battant la chamade. Il quitta le porche et s'avança vers la silhouette, chacun de ses pas résonnant dans le champ silencieux. En s'approchant, il distingua davantage de détails, une femme mince, emmitouflée dans un manteau sombre, capuche relevée, tête baissée. La bougie était posée sur le poteau de la clôture à côté d'elle. Dans sa main, elle tenait un petit objet rectangulaire. Elle ne bougea pas à son approche. À 3 mètres de distance, il s'arrêta. Aucun d'eux ne parla. Puis, lentement, la femme tendit l'objet qu'elle tenait dans sa main et le déposa délicatement sur la clôture, une cassette. Elle recula, Lucas s'avança. Il baissa les yeux sur la cassette, elle était marquée de 3 lettres, A, B, C. Il la ramassa, les mains tremblantes. Lorsqu'il releva les yeux, la femme s'éloignait déjà ni vite ni frénétiquement, disparaissant dans le crépuscule. « Claire » murmura-t-il. Elle ne s'arrêta pas, ne se retourna pas, mais il entendit quelque chose tandis que le vent se levait sur le champ. Il l'entendit faiblement mais réellement un bourdonnement, la même mélodie d'il y a tant d'années. La chanson qu'elle détestait, celle qui lui servait à survivre. Maintenant, c'était la sienne. Il resta là longtemps après qu'elle eut disparu dans la nuit. Il ne la suivit pas, il savait mieux que quiconque à présent. Claire avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait survécu à quelque chose d'indicible, et maintenant elle était revenue, ne serait-ce que brièvement, pour lui annoncer, pour lui transmettre un dernier message. Lorsqu'il écouta la cassette plus tard dans la soirée, seul dans la grange silencieuse, elle était presque grésillante. Mais au bout d'une minute, une voix perça, plus âgée, plus forte, plus assurée. « Je n'ai plus besoin de me cacher. J'avais juste besoin de revoir la maison. Tu l'as gardée en sécurité. Merci, Lucas. » Puis le silence, puis un fredonnement. Ce fut la dernière fois qu'il entendit sa voix. Pendant les semaines qui suivirent l'arrivée de la cassette, Lucas quitta à peine la ferme. Il écouta le message encore et encore. Il mémorisa chaque inflexion de la voix de Claire, sa fermeté, sa certitude. Il n'y avait plus aucune peur dans son ton, aucune hésitation. Elle n'était pas revenue pour demander de l'aide, mais pour dire au revoir. Pourtant, des questions le taraudaient. La cassette portait les initiales des 3 sœurs, A, B, C, mais seule Claire parlait.
Abigail, Bethany non plus. Il essayait de croire qu'elle s'était entendue, mais quelque chose au fond de lui disait le contraire. Le FBI a récupéré la bande et vérifié à nouveau la voix, il s'agissait de Claire. Et bien qu'elle fût plus âgée, son élocution correspondait à celle analysée sur les bandes précédentes. Mais c'était tout ce qu'il pouvait confirmer. L'enregistrement ne fournissait aucun indice sur sa localisation, aucun détail nouveau sur Everett Yates, aucune mention de l'endroit où elle se trouvait depuis 20 ans. Jusqu'à ce que quelque chose change. 2 mois après la dernière bande, un colis anonyme fut livré au service de police de Harrow Creek. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents, endommagés par l'eau, mais en grande partie intacts. À première vue, il ne s'agissait que de documents fonciers, mais, glissés entre les papiers, se trouvait une photographie en noir et blanc de la main d'un homme serrant le poignet d'un enfant. Pas de visage, juste la main et le bras d'une petite fille. Au dos, une phrase était griffonnée, il tenait des registres. L'écriture correspondait à celle de Claire. Les enquêteurs fédéraux ont épluché les documents. La plupart étaient d'ordre logistique, achat de fournitures, reçu de carburant, instructions manuscrites. Mais ils ont ensuite découvert quelque chose d'effrayant, un carnet. À l'intérieur, il y avait des noms, des dates, des lieux, des descriptions, chaque page était une chronologie, des journaux détaillés de déplacements et de routines. La plupart des entrées semblaient centrées sur la période allant du milieu des années 90 au début des années 2000. Les filles étaient répertoriées uniquement par leur prénom, couleur de cheveux, taille, traits de personnalité. Les notes se lisaient comme un manuel d'utilisation. Dans les marges, on trouvait des références à des corrections, des reconditionnements, des routines de punition. Et là, sur l'une des premières pages, ABC acquis le 3 juillet 1997. Lucas n'en pouvait plus de respirer en la voyant, Abigail, Bethany, Claire chacune avait une brève description à côté de sa lettre. C. Soumise, calme, nécessite moins de surveillance. B. Volontaire, a besoin d'isolement. A. Docile, craintive, attachée émotionnellement à C. Il l'a lu et relu, détestant chaque mot. Ce n'étaient pas des observations, c'étaient des évaluations, écrites par quelqu'un qui se croyait en droit de les prendre. Plus loin dans le carnet, les entrées devenaient plus sombres, mention de défaillance de conditionnement, de résistance, de maladie et, finalement, d'élimination. À côté d'une entrée datée de décembre 1998, 2 lignes étaient entourées. B est parti, enterré derrière la cabane. Une vision de cendres disparue. Lucas s'effondra sur une chaise. La vérité avait enfin fait surface, Bethany était morte la première. Aucune explication, aucun contexte juste, parti. Abigail était morte plus tard, cessée, brûlée. Claire était la seule à avoir survécu. Mais même la survie avait un prix. L'homme qui les avait enlevés avait tout documenté non par culpabilité, mais par volonté de contrôle, comme si leur vie n'était que des expériences, des projets temporaires. C'était déshumanisant, froid et terriblement réel. Les autorités ont commencé à fouiller les environs de la cabane incendiée du Montana. Au fond des bois, derrière ce qui restait de la structure, ils ont découvert des ossements petits, soigneusement enterrés, certains enveloppés dans du tissu décomposé. Les dossiers dentaires ont confirmé ce que Lucas craignait, Bethany Monroe avait été retrouvée. Un deuxième site a révélé des restes de cendres, des fragments d'os calcinés et du plastique fondu, probablement celui d'un bracelet. Les analyses ont pris du temps, mais ont finalement confirmé les informations contenues dans les notes, Abigail Monroe y était également décédée. Seule Claire avait survécu, mais même la survie avait un prix. Après la récupération des restes, Lucas retourna sur les lieux. Debout parmi les arbres, il contemplait l'endroit où ses sœurs avaient été autrefois cachées du monde. Il repensa à tous les anniversaires manqués, à tous les Noëls, aux rires volés, aux enfances effacées. Et il repensa à Claire, seule dans la tourmente des souvenirs, portant le poids de tout. Il s'était toujours demandé pourquoi elle ne rentrait pas. Maintenant, il comprenait, elle avait enterré bien plus que ses sœurs ici, elle s'était enterrée elle-même. Les funérailles se déroulèrent dans le calme, sous un ciel gris et une pluie battante,
comme le jour de la disparition des sœurs. Mais cette fois, la ville ne s'était pas rassemblée dans la confusion ou la peur, mais dans le deuil, un deuil digne de ce nom. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Abigail et Bethany Monroe furent enterrées avec leur nom, dans la dignité, et leur voix leur fut rendue grâce au fragment de vérité que Claire avait laissé derrière elle. Lucas ne prit pas la parole pendant la cérémonie. Il n'en avait pas besoin. Tout ce qui pouvait être dit était déjà connu. Leur histoire était devenue plus qu'un mystère, elle était devenue une blessure, enfin révélée au grand jour, ou une blessure que la communauté, et Lucas lui-même, avaient portée en silence pendant bien trop longtemps. Il regarda les cercueils descendre dans la terre, 2 petits cercueils côte à côte, surmontés de lys blanc. Une simple plaque se dressait entre eux, portant leur nom complet et la date. En dessous, sœurs aimées, dont je me souviens. Mais même lorsque le sol se referma sur eux, une partie de l'histoire resta inachevée. Claire, la jeune fille disparue, la femme revenue, la survivante qui avait laissé plus de questions que de réponses. Lucas savait au fond de lui qu'il ne la reverrait peut-être jamais, ni en personne, ni avec certitude. Mais ce n'était plus ce qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était qu'elle ait survécu, qu'elle se soit échappée, qu'elle ait trouvé sa voie et qu'elle l'ait utilisée non seulement pour survivre, mais pour révéler la vérité. Les mois passèrent. La vieille maison, autrefois en ruine, commença à prendre une nouvelle forme. Lucas utilisa l'argent de l'assurance et des dons de tout le pays et des inconnus touchés par l'histoire pour la reconstruire. Non pas pour y vivre, mais pour la préserver comme sanctuaire, comme mémorial, comme un lieu de paix pour tous ceux qui avaient été perdus ou oubliés. Dans le salon, il a créé une petite archive, les écrits de Claire, les dessins de Bethany, les photos d'Abigail, des copies de leurs affaires, le polaroid de la boîte, la cassette, et même la tranche brûlée du journal retrouvée à la cave des années auparavant. Il ne s'agissait pas de préserver la douleur, mais de se souvenir et de pardonner. Un matin de printemps, Lucas ouvrit la boîte aux lettres et trouva une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photo, la même que Claire lui avait laissée des années auparavant, celle d'elle debout devant la cabane, le visage partiellement tourné, la tresse sur l'épaule. Mais cette version avait quelque chose de nouveau. Elle souriait, un vrai sourire. Derrière elle se dressait un champ de fleurs sauvages, les montagnes au loin, pas d'ombre, pas de clôture, pas de peur. Au dos, écrit d'une écriture soignée, se trouvaient 6 mots, je me souviens de tout, mais je vais bien. Lucas se tenait debout, la photo pressée contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage, non pas de tristesse, mais d'autre chose, le soulagement, la clôture, la paix. Cette nuit-là, il se dirigea vers le portail et déposa une bougie sur le poteau de la clôture, comme elle l'avait fait autrefois. Il ne l'alluma pas, il la laissa faire. Si jamais elle revenait, elle connaîtrait le chemin. Jusque-là, leur histoire resterait non pas une légende, ni un titre, mais une vérité qu'aucune tempête, aucun homme, aucun silence ne pourrait effacer. Et sous les étoiles vigilantes de Harrow Creek, 3 chaises blanches s'orientaient vers l'ouest, craquant doucement au vent, attendant le jour où les 3 filles pourraient enfin rentrer.